Bonjour, alors, petite vidéo littéraire de lundi matin, je sais plus combien, on est en juin, mais je me souviens plus quel jour. Bref, donc je continue dans les lectures de Marcel Proust. Alors j'espère que ça va être plus facile à écouter pour vous. Je suis donc au troisième tome de... Bon, c'est toujours à l'envers, je sais pas. À la recherche du temps perdu, donc c'est À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et donc là, le narrateur est un peu plus grand. Je pense pas qu'il soit majeur, bon, je sais pas, il doit avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais vous lire un passage. Vous allez vous rendre compte que les époques changent, mais que la nature humaine ne change pas. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Voilà, c'est parti. J'espère que ça va être intelligible pour vous. C'est pas facile, hein, je vous répète. Alors, je vois rien. Êtes-vous bien soigné? Me demanda Bergotte. Qui est-ce qui s'occupe de votre santé? Je lui dis que j'avais vu et reverrais sans doute Cottard. Mais ce n'est pas ce qu'il vous faut, me répondit-il. Je ne le connais pas comme médecin, mais je l'ai vu chez madame Swann. C'est un imbécile. À supposer que cela n'empêche pas d'être un bon médecin, ce que je peine à croire, cela empêche d'être un bon médecin pour artistes et pour gens intelligents. Les gens comme vous ont besoin de médecins appropriés, je dirais presque de régimes de médicaments particuliers. Cottard vous ennuiera, et rien que l'ennui empêchera son traitement d'être efficace. Et puis ce traitement ne peut pas être le même pour vous que pour un individu quelconque. Les trois quarts du mal des gens intelligents viennent de leur intelligence. Il leur faut au moins un médecin qui connaisse ce mal-là. Comment voulez-vous que Cottard puisse vous soigner? Il a prévu la difficulté de digérer les sauces, l'embarras gastrique, mais il n'a pas prévu la lecture de Shakespeare. Aussi, ses calculs ne sont plus justes avec vous, l'équilibre est rompu, c'est toujours le petit Ludion qui remonte. Il vous trouvera une dilatation d'estomac. Il n'a pas besoin de vous examiner puisqu'il l'a d'avance dans son œil. Vous pouvez la voir, elle se reflète dans son lorgnon. Cette manière de parler me fatiguait beaucoup. Je me disais avec la stupidité du bon sens, il n'y a pas plus de dilatation de l'estomac reflétée dans le lorgnon du professeur Cottard que de sottises cachées dans le gilet blanc de monsieur de Norpois. Je vous conseillerais plutôt, poursuivit Bergotte, le docteur du Boulbon, qui est tout à fait intelligent. C'est un grand admirateur de vos œuvres, lui répondis-je. Je vis que Bergotte le savait, et j'en conclus que les esprits fraternels se rejoignent vite, qu'on a peu de vrais amis inconnus. Ce que Bergotte me dit au sujet de Cottard me frappa tout en étant contraire à tout ce que je croyais. Je ne m'inquiétais nullement de trouver mon médecin ennuyeux. J'attendais de lui que, grâce à un art dont les lois m'échappaient, il rendît au sujet de ma santé un indiscutable oracle en consultant mes entrailles. Et je ne tenais pas à ce que, à l'aide d'une intelligence où j'aurais pu le suppléer, il cherchât à comprendre la mienne, que je ne me représentais que comme un moyen indifférent à soi-même de tâcher d'atteindre des vérités extérieures. Je doutais beaucoup que des gens intelligents eussent besoin d'une autre hygiène que les imbéciles, et j'étais tout prêt à me soumettre à celle de ces derniers. Quelqu'un qui aurait besoin d'un bon médecin, c'est notre ami Swann, dit Bergotte. Comme je demandais s'il était malade. Eh bien, c'est l'homme qui a épousé une fille. Vous vous rappelez la cocotte de la dernière lecture? Finalement, il l'a épousée. Donc je reprends. Eh bien, c'est l'homme qui a épousé une fille, qui avale par jour 50 couleuvres de femmes qui ne veulent pas recevoir la sienne, ou d'hommes qui ont couché avec elle. On les voit, elles lui tordent la bouche. Regardez un jour le sourcil circonflexe qu'il a quand il entre pour voir qui il y a chez lui. La malveillance avec laquelle Bergotte parlait ainsi à un étranger d'amis chez qui il était reçu depuis si longtemps était aussi nouvelle pour moi que le ton presque tendre que chez les Swann il prenait à tout moment avec eux. Certes, une personne comme ma grand-tante, par exemple, eût été incapable avec aucun de nous de ces gentillesses que j'avais entendu Bergotte prononcer à Swann. Même aux gens qu'elle aimait, elle se plaisait à dire des choses désagréables. Mais hors de leur présence, elle n'aurait pas prononcé une parole qu'ils n'eussent pu entendre. Pardon.
Rien moins que notre société de Combray ne ressemblait au monde. Celle des Swann était déjà un acheminement vers lui, vers ses flots versatiles. Ce n'était pas encore la grand-mère, ce n'était pas encore la grande-mère, c'était déjà la lagune. Tout ceci de vous à moi, me dit Bergotte en me quittant devant ma porte. Quelques années plus tard, je lui aurais répondu « Je ne répète jamais rien ». C'est la phrase rituelle des gens du monde par lesquels chaque fois le médisant est faussement rassuré. C'est celle que j'aurais déjà ce jour-là adressée à Bergotte car on n'invente pas tout ce qu'on dit, surtout dans les moments où on agit comme un personnage social. Mais je ne la connaissais pas encore. D'autre part, celle de ma grand-tante, dans une occasion semblable, eût été « Si vous ne voulez pas que ce soit répété, pourquoi le dites-vous » C'est la réponse des gens insociables, des mauvaises têtes. Je ne l'étais pas, je m'inclinais en silence. Bon, je pense que vous avez tous compris qu'on parle du mange-merdage, parce que c'est plus fort que nous, il faut qu'on raconte de la merde. Alors, pas tout le monde, mais on est quand même très nombreux à raconter de la merde les uns sur les autres. Voilà, et c'est un peu le mal du siècle. Bon, ben voilà, pas du siècle du tout, c'est le mal de l'humanité, parce qu'en fait, ça c'est au 19e siècle, et on se rend compte que c'est en fait la même chose. C'est juste les décors qui changent. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu. À bientôt.